Bœufs, moutons ou même chameaux et girafes, tous sont des ruminants. Ils mangent ce que les autres animaux dédaignent. Mais pour cela, il leur faut un système digestif solide et surtout très ingénieux. Hallo und willkommen zu Xenius, bienvenue. Voici ceux qui aujourd'hui auront toute notre attention. Ils mâchent sans relâche, ce sont les ruminants. Et nos compagnons du jour font partie de l'école vétérinaire de Toulouse car leur système digestif est si particulier qu'il fascine les scientifiques. Alors, bienvenue en France. Nous sommes omnivores, on peut manger de tout. Par contre, ce genre de choses-là, ça n'a pas spécialement bon goût. On ne peut pas dire que ça nourrit son homme et au pire, ça peut nous rendre malades. Mais pour eux, c'est un mets de choix qu'ils mastiquent toute la journée et qu'ils assimilent incroyablement bien. C'est tout le génie de leur système digestif, système capable d'extraire toutes les qualités nutritives d'un simple brin d'herbe. Manger, avaler, régurgiter, remastiquer, ravaler, et ce toute la sainte journée. Les ruminants passent leur temps à manger et à digérer leur nourriture. Aussi maigre soit leur pitance, ils sont capables d'en extraire les nutriments indispensables à leur survie. Un véritable petit miracle. La particularité des ruminants, c'est qu'au fil de leur évolution, qui s'est faite sur plusieurs millions d'années, ils ont développé un système digestif compartimenté, colonisé dès la naissance par une population microbienne. Et pour l'hôte, c'est-à-dire la vache ou le mouton, ces micro-organismes sont en mesure de remplir des fonctions digestives essentielles. Grâce à cette digestion particulièrement performante, les ruminants ont pu s'établir dans des régions pauvres en nutriments telles que les steppes ou les prairies. Les autres herbivores sont incapables d'y survivre. Le système digestif des ruminants est composé de plusieurs préestomas. La panse ou rumen, le réticulum, aussi appelé bonnet ou réseau, le feuillet ou omasome, et d'un estomac, la caillette. Chacun contient différentes sortes de micro-organismes qui aident les ruminants à digérer leur nourriture. La composition de la population microbienne dans les préestomacs se divise en trois groupes principaux, bactéries, protozoaires et champignons. Et voilà comment cela fonctionne. L'herbe fraîche passe d'abord sans être mâchée dans le premier compartiment de l'estomac, la panse. Là, elle est brassée et commence à fermenter. Divers micro-organismes opèrent le travail de digestion. Pour les analyser, les chercheurs prélèvent un échantillon directement dans la panse d'une vache. Ils passent par un accès spécialement aménagé. La vache, elle, ne se rend compte de rien. Le liquide contenu dans la panse est ensuite analysé en laboratoire. Au microscope, les agents de la digestion deviennent visibles. Des milliers de microbes dans une toute petite goutte de liquide gastrique. Les protozoaires, eux, sont faciles à reconnaître, tandis qu'ils décomposent des fragments de végétaux. Champignons et bactéries, en revanche, ne peuvent être identifiés que grâce à une optique spéciale. Il s'agit d'une communauté fonctionnelle qui s'acquitte de toutes les étapes métaboliques. Ce n'est pas chaque groupe qui est responsable d'une étape, mais l'intégralité de la communauté qui intervient tout au long du processus. L'herbe prédigérée glisse ensuite dans le réticulum, d'où elle est renvoyée dans la bouche. Elle est à nouveau mastiquée, puis retourne dans la panse. Les micro-organismes peuvent alors décomposer les substances végétales encore plus efficacement. Et cela plus ou moins rapidement en fonction du type d'aliment. Durant les périodes où les aliments sont de mauvaise qualité, c'est-à-dire pendant les sécheresses, les ruminants bien adaptés peuvent rallonger de manière très importante la durée de rumination des fibres les plus coriaces. En rallongeant ces étapes, ils sont en mesure d'obtenir une décomposition relativement efficace des aliments, et ce malgré leur piètre qualité.
vermitteln zu können. Les ruminants peuvent donc conserver la nourriture plus ou moins longtemps dans leur préestomac. Moutons, chameaux ou animaux sauvages d'Afrique sont capables de tirer suffisamment de nutriments d'une alimentation pauvre en glucides pour assurer leur survie. Une fois la nourriture bien mastiquée, elle passe dans le feuillet, puis dans la caillette et enfin dans l'intestin. Là interviennent d'autres processus digestifs. Et ce qui reste est éliminé. L'important chez les ruminants, c'est la mastication des végétaux. Et elle ne peut se faire qu'avec une dentition adaptée. À la place des incisives supérieures, les ruminants possèdent un bourrelet qui, avec les dents de la mâchoire inférieure, leur permet de broyer les plantes les plus coriaces. Au cours de l'évolution, certaines espèces telles que le mouton ont en outre adapté la forme de leur bouche et de leurs lèvres à l'offre alimentaire. Le développement de l'ouverture de la bouche et des lèvres a contribué de manière conséquente au fait que la sélection naturelle ait été plus marquée chez certaines espèces que chez d'autres. Par exemple, certains ruminants sauvages d'Afrique sont très différents des vaches que l'on trouve sous nos latitudes. Voilà qui fait des ruminants des êtres parfaitement conçus pour survivre dans des régions pauvres en nutriments. Les ruminants, super-héros de l'évolution. Ils mangent ce que personne ne veut. Moi non plus, merci. Voilà. Et ils en tirent le meilleur. Cependant, un facteur a changé. La plupart des ruminants ne vivent plus paisiblement dans la nature. Voilà, la plupart du temps, ils vivent en élevage au sein d'exploitations agricoles. Alors, est-ce que leur super système digestif est impacté par ce mode de vie ou bien est-ce qu'au contraire, il peut résister à tout? On va voir ce qu'apprennent les futurs vétérinaires à ce sujet. Donc, dans les symptômes, tout d'abord, c'est observer le fuyant du flanc et le creux du flanc gauche. Ensuite, c'est la palpation du creux du flanc gauche. Et en fait, derrière ce creux du flanc, il y a le sac dorsal du rumen. François Schelcher enseigne à l'école vétérinaire. Il est spécialisé dans les ruminants. Aujourd'hui, le cours se déroule dans une étable. Il y en a 2 par minute. Bon, donc ça traduit une bonne activité du rumen, et donc c'est un signe de bonne santé digestive et d'un bon fonctionnement ruminal. Vous pouvez montrer comment vous avez fait pour écouter? Je peux écouter avec vous? Oui. Tu entends quelque chose? Ça y est. Et vous voyez, ça se soulève. Ouais. Et donc vous avez genre... C'est ça. Tu veux écouter? Oui, bien sûr. Dans l'autre sens. Si. Allô? OK. Oui. En revanche, excusez-moi, mais C'est les oreillettes vers l'avant. voilà, Ok. il faut orienter un petit peu parce que le conduit auditif de l'homme va vers l'avant. Ah, OK. Est-ce qu'on peut sentir les différents estomacs? Alors on peut déjà savoir où ils sont, c'est-à-dire que la panse ou le rumen s'étend dans toute cette zone. Donc vous voyez, c'est très très étendu. OK. Hein. Et en palpant de cette manière, on peut avoir une idée de du contenu de la panse donc, qui est dessous. Ça veut dire qu'à la palpation, vous pouvez déjà sentir s'il y a des dysfonctionnements? Oui, alors on peut avoir quelques idées relativement simples, ça ne permet pas d'aller très très loin en termes d'investigation. Donc l'auscultation va apporter des éléments plus intéressants parce qu'elle va nous permettre de savoir si la motricité est augmentée, si elle est diminuée, si elle est normale. Elle va nous permettre également de savoir si les fermentations sont avec une intensité suffisante. Voilà. Mais c'est tout de même assez limité. Hein. Donc ça vous donne une première impression? Ça nous suggère un certain nombre de choses, en particulier de savoir si la panse fonctionne ou pas. Et donc à partir de là, et en intégrant d'autres données lors de l'examen clinique, ça nous permet de construire, de bâtir un diagnostic.
Et les autres parties de l'estomac, on ne peut pas les palper? Non, parce que le réseau se situe dans cette zone-là, donc vous voyez entièrement là, sous les côtes. Le feuillet ou omasome se situe de l'autre côté et la caillette est en position ventrale, donc c'est d'exploration clinique très difficile. Alors pour pouvoir soigner ces patients ruminants au mieux quand ils sont malades, eh bien les futurs vétérinaires passent ici des heures à étudier chaque recoin de ce système digestif. Et maintenant, c'est notre tour, c'est l'heure de notre cours particulier d'anatomie. Giovanni Mojicato est spécialisé dans l'anatomie des ruminants. Il va nous éclairer sur la structure très complexe du système digestif d'une vache. Là, on a 4 estomacs d'une vache et on voit les différentes structures. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, dans ces 4 estomacs de la vache, donc la plus grande partie, c'est ce qu'on appelle la panse. Ici, on a ce qu'on appelle en fait le réseau, avec ces structures un peu particulières qu'on appelle les cellules. Ensuite, on en a une autre là qui est un peu cachée, qu'on appelle le feuillet. Et surtout, la dernière partie, en fait, c'est celle qui correspond à notre estomac. Et alors comment ça se fait qu'ici, on ait une structure qui soit un peu une structure en forme de cils? Oui, tout à fait. Alors, ce sont ce qu'on appelle des papilles, qu'on a en fait un peu partout dans les estomacs qui sont donc non sécrétants, qui permettent en fait aux végétaux d'être entre guillemets coincés, d'être brassés dans les différents estomacs de la vache. Si on veut s'imaginer, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la panse quand elle est pleine? En fait, elle est vraiment, elle est grosse comment? Elle serait Comme ça, hein. comme ça, hein, oui, on tout le voit. à fait. Oui. Ouais. Voilà. Tout à fait. Il y a beaucoup d'espace. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en fait? Vous dites que Alors justement, il y a il y a un un brassage. Alors un brassage. En fait, toute la partie en fait liquide va se retrouver et solide va se retrouver plutôt vers l'endroit où en fait on a ces papilles, donc qui permet aux micro-organismes de bien travailler, de prendre l'énergie qu'il y a dans l'herbe pour l'animal. Et par contre, vous voyez plutôt en haut de la panse, dorsalement. c'est plus fin. Voilà, c'est beaucoup plus fin. Et ici, on va retrouver plutôt la partie gazeuse, c'est-à-dire les gaz émis lors de la digestion donc, de l'herbe par les micro-organismes. Et voilà une partie qui pose problème à l'environnement, car tous ces micro-organismes constituent certes une faune incroyable qui facilite grandement la digestion, mais ils sont aussi responsables de la production de méthane et de dioxyde de carbone, deux gaz à effet de serre que les animaux relâchent dans l'atmosphère. La vache Tessa va faire l'objet d'une expérience en laboratoire. Elle va y passer la journée à manger, à éructer et à émettre des flatulences, le tout sous le regard des chercheurs et au service de la science. Car le méthane que contient son estomac pose souci, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la production de lait. C'est un problème énergétique pour la vache, car le méthane est synonyme d'énergie. Plus précisément, l'animal perd de l'énergie. D'autre part, le méthane est un gaz qui a aussi des répercussions sur le climat. La vache contribue donc à la diffusion de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour obtenir des données précises, on commence par mesurer l'apport en nourriture. Les aliments sélectionnés jouent un rôle capital car ils influent sur la production de gaz à effet de serre. Une expérience que Tessa partage avec d'autres congénères. Les vaches sont des animaux grégaires. Ils ont donc besoin d'une présence. C'est pourquoi nous installons toujours les animaux par deux. Ils peuvent se voir, s'entendre, et ça permet de les rassurer. Toutes les 6 minutes, des tuyaux aspirent et analysent l'air contenu dans la pièce. Chaque inspiration, chaque flatulence, chaque éructation est consignée. Une caméra est braquée sur les animaux jour et nuit. L'expérience dure 48 heures. L'objectif est de déterminer si l'émission de méthane est plus conséquente de jour ou de nuit et avec quelle nourriture. Nous avons constaté fort logiquement que la production de méthane dépend fortement de la présence d'aliments crus, par exemple de l'herbe, ou de céréales concentrées dans les rations. Et c'est bien là que se situe le problème. Plus les vaches mangent de verdure,
et plus les micro-organismes contenus dans leur estomac produisent de méthane. Conséquence, les vaches donnent moins de lait. Il s'agit donc de trouver l'aliment de substitution le plus adapté. À l'école vétérinaire de Hanovre aussi, on cherche à résoudre cette problématique. Ici, on effectue des recherches sur un appareil qui reproduit le système digestif de la vache avec tous les micro-organismes responsables de la production de gaz. Pour former du méthane, il leur faut de l'hydrogène, qui se trouve aussi dans l'estomac de la vache. L'idée consiste à neutraliser cet hydrogène afin de freiner la formation de méthane. Cela pourrait se faire grâce à l'acide fumarique. Pendant des mois, les bactéries sont traitées avec cet acide. Le gaz produit par l'estomac artificiel est ensuite recueilli dans des sacs et sa quantité mesurée. Dans le laboratoire, le professeur Breves analyse la colonie de micro-organismes. Le résultat n'est hélas pas celui escompté. Il aurait fallu des dosages très élevés avec le risque de peut-être provoquer des modifications non désirées du métabolisme digestif. Mais retrouvons notre vache Tessa. Les chercheurs refont l'expérience avec différents substituts alimentaires. Cette fois, il s'agit de graines de lin. Pendant 2 jours, Tessa va ruminer un mélange végétal spécial. Et là, surprise! Il s'avère que l'ajout de graines de lin provoque une réduction de la production de méthane. Et il faut bien préciser que cela n'influence pas la production de lait. Je pense que c'est un bon début. Pour Tessa, les tests sont terminés. Encore un petit passage sur la balance pour s'assurer que l'expérience n'a pas fait varier son poids et la vache pourra tranquillement retrouver son troupeau dans la prairie. Chaque jour, une vache produit ainsi 500 litres de méthane. Si on arrive à réduire cela, même un peu, ce serait très bon pour l'environnement, non? Mais comme ce système est très complexe, on va maintenant tenter de comprendre toutes les subtilités de transformation chimique qui ont lieu au niveau de la panse de l'animal. Alors on est là pour mesurer avec vous l'activité bactérienne présente dans la panse de l'animal. Comment on va s'y prendre? Donc en fait, le principe, c'est d'évaluer l'activité digestive des bactéries du rumen par leur capacité à réduire un colorant qui en l'occurrence est le bleu de méthylène. Alors là, on a le bleu de méthylène, non? Voilà. Et ici on a donc ce qui sent très fort, c'est le jus de panse de l'animal. Donc, vous prélevez 7 cm3 à peu près de ce jus de panse. Voilà. Ensuite, vous prélevez un petit centimètre cube de bleu de méthylène. Le bleu de méthylène qui est donc un colorant. Hein. Qui est donc un colorant. Et que vous rajoutez. Voilà. Ça va permettre de voir si les bactéries ont une bonne activité digestive. Voilà, ça permet d'évaluer la fermentation, le degré d'activité fermentaire des bactéries du rumen. Donc un autre test, c'est la possibilité d'évaluer l'activité des micro-organismes qui sont présents dans la panse en observant leur mobilité au microscope. Alors vous pouvez observer qu'ils sont de tailles différentes, avec des mouvements légèrement différents. Et là, plus il y en a, mieux c'est. Et plus il y en a, mieux c'est. Voilà, c'est-à-dire que plus vous voyez de ces petites bébêtes qui se déplacent, et plus vous avez l'assurance que la micropopulation ruminale est active, donc le bovin en fait est en bonne santé et est dans un bon état d'équilibre et de digestion.
Et alors là, quand on regarde notre test au bleu de méthylène, on voit que le bleu a quasiment disparu. Voilà. Donc ça traduit une très forte activité réductrice des bactéries, donc une très forte activité de fermentation de ces bactéries du rumen. Ça veut dire que la vache est saine. Très saine, oui. Alors d'un côté, les ruminants sont de super assimilateurs de nourriture. De l'autre côté, leur équilibre digestif pourrait être déréglé. Pourquoi ? Parce que ça dépend essentiellement de l'alimentation que reçoivent ces ruminants. Mais dans un certain nombre de situations, il peut y avoir des déviations fermentaires, des dérèglements de la digestion bactérienne, notamment lorsque l'équilibre de la ration alimentaire n'est pas bon, n'est pas optimal, ou lorsqu'il y a des changements très brutaux dans l'alimentation. Et donc ça introduit un certain nombre de perturbations. Et dans certains cas, ces perturbations sont tellement marquées que l'animal en meurt. À cause de son alimentation. À cause de son alimentation et des perturbations de la fermentation de ses propres bactéries, des bactéries qu'il héberge donc dans son rumen. Merci beaucoup. Alors on a vu, l'anatomie des ruminants est très spécifique. Et saviez-vous que leurs cornes alimentent des mythes plus ou moins digestes ? Tout animal qui porte des cornes est un ruminant. C'est la règle. Et des cornes, il y en a de toutes les longueurs et de toutes les formes. Mais à quoi leur servent-elles, ces cornes ? Les cornes permettent avant tout aux vaches d'établir leur hiérarchie dans le troupeau. Et aussi, lorsqu'elles se trouvent dans la nature, de se défendre contre les félins ou autres prédateurs. Dans certains élevages, on trouve cependant des bovins dépourvus de cornes. Selon certains producteurs biologiques, le lait de vache sans cornes serait de moindre qualité. Alors, vrai ou faux ? Effectivement, lorsqu'on regarde différentes races bovines, la forme des cornes peut varier. Mais rien n'indique de manière formelle que cela a une quelconque incidence sur la composition ou sur la qualité du lait. Plus ces cornes sont longues, plus la vache donne du lait. Encore une croyance très répandue. Ces grandes cornes sont certainement apparues au cours de la domestication. Mais là encore, on ne constate pas de rendement plus important en lait. Aucune étude scientifique n'a pour l'instant pu prouver que la longueur des cornes influe sur la production de lait. Autre mythe, l'orientation des cornes dévoile le caractère de l'animal. Les bovins aux cornes braquées vers l'avant seraient moins dociles, tandis que les vaches aux cornes orientées vers le haut seraient plus douces. Quant aux cornes pointées vers le bas, elles seraient signe de dépression. Encore une fois, je ne dispose pas de données qui pourraient corroborer tout cela. Et les fausses croyances ne concernent pas que les cornes. Les ruminants émettent du méthane, ça tout le monde le sait. En revanche, le gaz ne s'échappe pas forcément d'où on le pense. Selon un mythe très répandu, les vaches émettraient du méthane dans l'atmosphère par la voie postérieure. En réalité, 90% du méthane qu'elles produisent sont libérés par le haut, via l'éructation. Bref, les vaches rotent beaucoup et elles ne sont pas les seules. C'est également le cas de tous leurs cousins ruminants. Ils comptent parmi les premiers animaux domestiqués par l'homme. Et il y a fort à parier que ces mythes les accompagnent depuis toujours. D'ailleurs, dans une grande partie de l'Asie, on continue à penser que la corne de bovidé recèle d'exceptionnelles vertus médicinales. Et voilà comment les cornes sont utilisées dans la médecine chinoise en poudre contre la fièvre. D'autres la préfèrent dans leur jardin comme engrais
parce qu'elle contient de l'azote. Et ce qui est aussi vrai, c'est que les ruminants sont extrêmement doués pour assimiler une nourriture qui nous paraît peu appétissante. Qui aurait pu croire qu'on puisse tirer autant d'énergie à manger de l'herbe? Sur ce, on vous dit tchuss! Au revoir. Salut! C'est pour moi ou c'est pour lui? Celui-là? Oui. C'est pour moi.